Bonjour à tous, moi c'est Antoine Chauffru, j'ai la chance de co-hoster le podcast 108 milliards avec Mounia Erka, qui l'a fondé. Ce que j'adore, c'est rencontrer des gens, savoir qu'est-ce qui les amène là, comment est-ce qu'ils ont cheminé pour trouver leur place, se sentir à l'aise et embrasser leur lumière. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir au micro Juliette Delas, qui est une amie d'abord, qu'on a déjà rencontrée dans la tech, puis qui est devenue surtout une professionnelle de génie. J'aime bien saucer les gens. Ouais, ça sauce. Tu parleras beaucoup mieux de ton parcours que ce que je peux faire. Par contre, pour les auditeurs de cet épisode, les 3 grands thèmes, je pense qu'on va aborder, c'est justement le militantisme et la partie identitaire de ton métier et de tout ce que tu as entrepris, et comment tu as trouvé ta place. Deuxième sujet, plutôt, on se disait sur le masculin et le féminin, et comment est-ce qu'on essaie de sortir des codes et des injonctions pour définir une case qui nous appartient. Et on verra où ça nous mène, en fait. Je sais que ça va être une bête de discussion. Ouais, je suis ravie d'être là. Intimidée un peu aussi, ravie d'être là. Oui, il n'y a pas de raison. C'est vraiment comme dans le salon. Ok. Méfie-toi, hein. Non, si tu dis ça. L'idée, c'est qu'on fasse pas de cut. Si tu veux qu'on coupe des choses, il n'y aura pas de problème. Ok, très bien. Et les auditeurs seront au courant ou pas, c'est pas très important. Ok, bon. Je fais confiance à ton auditoire. Du coup, pour démarrer, ce que je te propose, c'est assez simplement que tu me partages ta vie, ton œuvre. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui t'amène là ? Déjà être très 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 heureuse d'être là, et puis très heureuse aussi de convertir ces heures de conversation qu'on a eues toi et moi depuis des années où on se connaît en un podcast où on partage aussi ces réflexions. Donc rejoignez-nous autour de ce déjeuner hebdomadaire de Antoine et moi. Donc moi j'appelle Juliette, du coup Juliette Delas, j'ai 2 casquettes aujourd'hui dans le monde professionnel, on va dire. Je suis responsable du développement de l'activité de l'association Femmes Numérique, qui se positionne comme une association en fait qui va être un catalyseur de l'écosystème en fait aujourd'hui de la féminisation de la tech, et être un peu au centre en fait de tous ces univers qui cohabitent et qui en sont les raisons aussi, qui sont les solutions pour faire bouger les lignes. En fait, les sujets que j'aborde, c'est des sujets qui ont des causes et des réponses multifactorielles, et donc forcément qui doivent être travaillés en collectivité. Et donc c'est comment on crée en fait ce sens-là collaboratif autour de ce sujet, et comment on déclenche en fait un dialogue entre les différents écosystèmes. Et puis à côté de ça, je suis vice-présidente de l'association Elsteam, qui est un collectif d'associations. Donc on revient sur ce concept exactement de collectivité, où pour le coup c'est plusieurs associations. Donc il y a Elle Impact, Elle Bouge, Femmes et Maths et la Fondation Blaise Pascal, qui se sont réunis en fait autour d'un même objectif: sensibiliser massivement les enfants de 5e, filles comme garçons, à la beauté des métiers du numérique. Et on en profite pour inspirer les jeunes filles avec des rôles modèles qui se connectent en ligne. Et les jeunes garçons, eux, pendant ce temps, travaillent sur les biais justement de genre qu'on peut associer au niveau des métiers. Du numérique notamment ? Du numérique, principalement du numérique, et des sciences aussi, parce que les sciences amènent au numérique, et puis les sciences doivent être valorisées et aujourd'hui sont trop peu féminisées aussi. Tout ça m'amène donc du coup à vivre de mon féminisme, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est une chance incroyable en fait, que je réalisais pas forcément d'ailleurs, mais c'est une de mes amies qui m'a dit: mais tu te rends compte, toi tu en vis, alors que moi je passe mes soirées à travailler dessus de façon bénévole, et toi tu fais de ton militantisme, ou en tout cas de ta vocation et de tes convictions, ton métier. Donc moi j'ai la chance de faire un métier qui me passionne sur un sujet que je trouve fondamentalement anthropologique. Parce que ce que je défends de base, c'est la compétence et l'appétence pour un sujet ne devrait pas avoir de genre. Il y a une inégalité de genre entre les hommes et les femmes qui est fondamentalement physique, hormonale et génétique uniquement. Mais tout ce qui est cérébral et la place du coup qu'on peut avoir dans une société ne devrait pas être genré. Et c'est un peu ça ce que je défends, et notamment avec le prisme de ce que je suis, de la façon dont j'ai été élevée, qui m'a du coup confrontée à ces réalités, à ces injustices, et qui en a fait du coup mon combat au quotidien. Et tu me disais en amont, tu t'es peut-être plus accroché que les autres pour en faire ton quotidien et ton métier ? En fait, je me suis plutôt accrochée à l'idée. C'est-à-dire que je pense que quand on s'engage sur des causes comme celle-là, ou comme l'écologie ou autre, c'est des causes où souvent tu pars du principe que tu pourras pas en vivre, et donc en fait parfois tu cherches peut-être même pas à te poser la question de si tu peux en vivre. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'en France c'est très mal vu de gagner sa vie sur des sujets sociétaux. Et moi je suis pas d'accord avec ça. C'est tout aussi essentiel que des sujets de finance, que des sujets patrimoniaux, que des sujets c'est comme la tech, psychologie en fait. Voilà, exactement. Je vais pas me mettre de côté pour que les gens aillent bien. Exactement. Et puis aujourd'hui, vu tout ce qu'on voit de notre société, l'évolution de nos sociétés, le montée du masculinisme, c'est ô combien nécessaire de se poser des questions sur le genre, de se poser des questions sur les compétences et les métiers de demain, d'autant plus face aux enjeux économiques et politiques auxquels on fait face aujourd'hui, et puis d'autant plus aussi au vu d'une croissance démographique énormément en baisse à partir de 2028 sur la jeunesse.
Donc en fait, on va avoir un enjeu sur cette nouvelle génération qui va fondamentalement faiblir en termes de nombre. Ouais. Et si on ne déconstruit pas ces sujets d'hommes et femmes, on va coincer les gens dans des cases et à la fin, on va coincer notre pays dans des cases et on sera en fait, on va se tirer une balle dans le pied tout seul. Et pour moi, la croissance et l'évolution de notre pays et demain, ce qu'on pourra en faire va être fondamentalement lié à la façon dont on va déconstruire ou reconstruire le féminin et le masculin et donc finalement ouvrir les vannes pour toute la population sur d'autres projections. Et alors pourquoi tu as pris l'angle des métiers et des jeunes ? Parce qu'au final, cette question du genre, elle est sociétale et extrêmement large. Elle est très large, mais en fait, à la fin, quand tu regardes les droits, les lois qui ont été érigées en faveur des femmes, à la fin, elles reviennent toujours à un point essentiel, qui est que la position que tu as dans la société, elle va dépendre de ton indépendance financière. Elle va dépendre de... En fait, si tu veux, à l'époque, les femmes avaient une place dans la société qui dépendait du statut de leur mari. Ouais. Ton patrimoine, tes finances, ta place dans la société, peu importe laquelle elle était, dépendait de ton mari, et de son statut, et de son patrimoine, et de ses finances. Sauf que depuis que Madame Veil, cette formidable Madame Veil, a changé la donne pour nous les femmes sur l'indépendance financière, les choix que tu fais dans ta vie ne dépendent plus de ton mari, ne dépendent plus de qui que ce soit d'autre que toi. Et donc maintenant qu'en fait tes choix, il y a une liberté de choix qui ne dépend plus en fait de ta place dans la société et que c'est toi qui peux te la forger, on a une espèce de page blanche, nous les femmes, sur ce qu'on peut en décider. Et donc tout va revenir justement au métier. Parce qu'au fond, quand tu vas en soirée, la première chose qu'on te dit c'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» C'est la première chose qu'on te demande. C'est très identitaire. C'est hyper identitaire, c'est ta posture en fait par rapport aux autres. C'est le nombre de fois où tu as quelqu'un qui te raconte son métier et tu dis « Ah, c'est pas stylé ». Et à l'inverse, quelqu'un qui te raconte son métier et tout de suite, la façon dont tu le perçois alors que tu viens de le rencontrer va fondamentalement changer. La place que tu prends dans une société, aujourd'hui dans nos sociétés actuelles en tout cas, elle est définie avec ton métier et depuis toujours. Donc si ton métier te définit, eh bien, il faut que tu puisses y avoir accès à ce métier. Et puis si ton métier te définit et qui définit ton liberté financière, c'est d'autant plus important. Donc c'est pour ça que moi je le fais au travers du monde professionnel, parce que si t'es en tant que femme, ou en tant qu'homme d'ailleurs, tu peux faire le métier que tu veux. Derrière, tu peux avoir l'indépendance financière que tu veux. Et derrière, tu peux avoir la vie que tu veux. Parce que du coup, tu ne dépends plus de ton conjoint, homme ou femme, peu importe, pour ton assise dans la société, pour ta place parmi tes amis, pour l'argent que tu auras à la fin du mois sur ton portefeuille, et surtout tu as la liberté de choisir. Ce qui veut dire que tu ne resteras jamais avec quelqu'un, encore une fois, homme comme femme, parce que tu es dépendant de cette personne et que tu en as besoin pour survivre. Tu resteras avec quelqu'un parce que tu l'aimes. Tu resteras avec quelqu'un parce qu'il te fait du bien. Oui, ça devient plus du tout un pilier, c'est pas quelqu'un qui te complète, c'est vraiment un cherry on top, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette liberté, elle passe par l'indépendance financière. Or, aujourd'hui, l'indépendance financière, elle passe par ton métier. Elle passe par ta place dans la société, qui passe par cette place-là que tu vas prendre à travers les études que tu vas faire et ensuite le métier que tu auras. Donc tu es revenu en gros à la source de je veux donner le plus d'outils possible. C'est ça. Le plus jeune possible aux personnes que ça va concerner. À travers ça, tu vois, et surtout parce qu'en fait, il y a tellement de choses extraordinaires qui sont faites aujourd'hui pour les femmes, notamment sur tout ce qui est violence conjugale, etc., que moi je me suis dit, je vais m'attaquer au monde professionnel. Parce que c'est là que tu peux changer la donne, et aussi parce que les entreprises peuvent changer la donne de façon très massive. Quand ils pensent, des entreprises du CAC 40 qui emploient 40 000 personnes, 50 000 personnes en France, en fait, si tu en touches 40 de ces 40 boîtes, mais tu touches des milliers de personnes. Et donc 40%. Si tu touches des... peut-être, je sais pas si c'est autant. 40 de ces 40 boîtes, ça veut dire quoi ? Par exemple, si tu travailles avec 40 entreprises du CAC 40... tu touches tous les salariés de toutes ces boîtes. Donc en fait, les entreprises ont un rôle fondamental aussi. C'est elles qui donnent ces finances aux femmes comme aux hommes. C'est elles qui leur donnent une place aussi dans la société. Donc ton métier, c'est ton épanouissement, c'est identitaire, c'est ta liberté. Donc je travaille sur le sujet des droits des femmes, d'égalité hommes-femmes dans le monde professionnel et en particulier dans la tech. Ok. Et donc tu disais aussi en intro que c'est pas facile de vivre de ce métier-là. Enfin, en tout cas, c'est pas évident parce que c'est pas la norme. Déjà, c'est pas la norme, puis ça recrute pas, on va pas se mentir. Alors, comment t'as trouvé, toi ? Parce que j'ai activé tout mon réseau. Ça aussi, c'est un des trucs clés qu'on n'apprend pas. J'ai créé une toile d'araignée, j'ai créé un réseau. En fait, je sais pas si c'est une stratégie ou en tout cas à la base, ça l'était pas. Où je me suis dit, en fait, pour pouvoir, un peu comme dans n'importe quel métier, le nombre de métiers où t'as jamais d'offres qui sera sur Internet, où en fait, c'est le bouche à oreille qui fera que tu seras au courant de telle promotion, de telle entreprise qui recrute. En fait, le féminisme, c'est pareil. Finalement, c'est toujours les mêmes codes, que ce soit le féminisme, que ce soit la finance, que ce soit l'industrie, peu importe. À la fin, c'est toujours les mêmes codes, avec des personnes qui brillent plus que d'autres, avec des personnes qui ont plus de pouvoir que d'autres, des personnes qui sont incontournables, des personnes qui sont des voix, qui sont entendues. Et donc très tôt, toi, tu t'es dit, ok, je vais prendre cette voie, ou je vais essayer de devenir incontournable ? Pas du tout. Alors là, pas du tout. En fait, moi, à la base, je suis une directrice commerciale. Et
j'étais dans une start-up où on n'avait pas forcément énormément de moyens. Et donc, sans le savoir, j'ai commencé à faire du personal branding. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait un éloignement des entreprises beaucoup sur la réalité de ce qu'est les sujets d'égalité hommes-femmes en entreprise. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément d'entreprises qui n'avaient pas du tout attaqué le sujet, qui ne comprenaient pas en fait en quoi ce sujet était indispensable, justement pour l'indépendance des femmes comme celle des hommes d'ailleurs, qui ne comprenaient pas en fait. Et donc je me suis dit, il faut que je leur explique. Les entreprises ont besoin d'être guidées sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Moi, à force de creuser le sujet, parce que je le trouve fondamentalement passionnant, je me suis dit, je vais commencer à creuser le sujet. Et puis, plus je creusais le sujet, plus je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait pas tant de personnes que ça qui avaient une telle profondeur, ou en tout cas qui avaient approfondi le sujet de cette façon-là. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que tout ce que j'ai appris, je peux le transmettre. Peut-être que tout ce que je sais peut être utile aux autres, les faire progresser. Et de là, en fait, j'ai commencé à poster sur LinkedIn des choses assez simples. En tout cas, pour moi, c'était simple à l'époque. C'est-à-dire, comment est-ce que tu attires des talents féminins dans ton entreprise ? Comment est-ce que tu promeus des talents féminins de façon objective ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta fiche de poste ? Tu as commencé juste par ça, le miroir de ce que ton entreprise est. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que je racontais sur LinkedIn avait de l'impact, que les gens commençaient vraiment à avoir une valeur à ce que par rapport à mes propos. Et je me suis dit, en fait, il y a un besoin d'éducation, il y a un besoin de sensibilisation sur ces sujets. Il n'y a pas de maturité. Ouais, c'est un sujet c'est bizarre parce que quand tu y penses, tu te dis c'est fou. Après tout, les lois qui autorisaient les femmes à pouvoir travailler, c'était il y a 60 ans. Et en fait, aujourd'hui encore, en France, il y a 5 ans encore, il y avait des entreprises qui associaient les sujets d'égalité homme-femme globalement à faire des conférences. Enfin, il n'y avait même pas cette concept de tout ce qui était en fait les actions, les politiques RH, c'est-à-dire tout ce qui structure une entreprise, tes promotions, tes recrutements, ton élévation dans l'entreprise, briser le plafond de verre. Tous ces sujets-là étaient à peine effleurés en fait pour la plupart des boîtes. Il y en a qui sont formidables franchement avec lesquels je bosse, qui travaillent depuis 15 ans dessus. Mais par exemple au Québec, il y a des sujets de féminisation de la tech et de diversité et d'inclusion qui existent depuis 20 ans. On est hyper en retard. Et donc je me suis rendu compte que du coup, si je voulais que le schmilblick avance, il allait falloir que tout ce que je savais, je le transmette. Parce que moi, je pensais que c'était inné, acquis, que c'était évident. Et quand je me suis rendu compte que c'était pas l'évident, je me suis dit comment on fait en sorte que tout le monde comprenne que c'est une évidence. Et donc j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Et donc les 3 étapes, c'est d'abord constituer un réseau. Constituer un réseau, les bonnes opportunités, parce que j'ai commencé à prendre la parole aussi, à être conférencière, chose que j'avais pas du tout projetée. Pour la boîte ou en perso ? Pour l'entreprise, puis ensuite perso. Mais en fait, mon entreprise, c'était 15 Tech, où du coup, j'étais directrice commerciale. Et en fait, la fondatrice avait déménagé dans le sud-ouest et pouvait pas aller à un certain nombre de conférences à Paris. Et donc un jour, elle m'a dit, est-ce que tu veux y aller ? Donc je l'ai fait en me disant ça peut être un super lead, parce que moi j'avais toujours en tête d'aller chasser des clients, trouver des entreprises, les convaincre, les embarquer avec moi dans ces sujets de féminisation du numérique. Et en fait je me suis rendu compte que quand tu prends la parole sur scène, tout de suite tu deviens légitime sur tes sujets. Quand tu deviens légitime, peu importe ton âge d'ailleurs, tu es entendu. Et quand tu es entendu, tu donnes de la légitimité à ton entreprise, parce que naturellement ça va ruisseler sur ta boîte. Et c'est là où j'ai compris du coup l'importance du personal branding, de la prise de parole. Et ta légitimité à toi, tu l'as trouvée comment ? Parce qu'il y a plein de gens qui te diraient, oui, je sais, par exemple, j'ai peut-être plus de connaissances que la moyenne sur un sujet, mais je me sens pas du tout légitime d'en parler ou de sensibiliser. Par la réalité, c'est-à-dire que ma boss m'a dit, bon Juliette, il y a une prise de parole qui se fait à Bruxelles, et on aimerait que tu y ailles parce que moi je peux pas. Ok, donc je me dis j'y vais, sauf que je découvre 2 jours avant que dans les speakers, il y a un ministre ou un ancien ministre belge sur scène. Donc là, la pression est au maximum. J'ai jamais fait de conférence de ma vie, jamais pris la parole. La première, c'est ça ? La première. Donc, dans l'un des plus gros incubateurs tech de Bruxelles, en plus. Donc, je me suis dit, waouh, le niveau est tellement élevé. En plus, à l'époque, je me souviens que, et c'est là où ça a commencé. J'arrive, je suis prête. J'ai relu 1500 fois mes fiches. J'étais en stress. Je bougeais dans Bruxelles. Je me baladais. Je regardais même pas autour de moi. Tellement j'étais stressée. Et j'arrive à cet événement. Et la nana, qui était une nana très connue, dont je donnerai pas le nom, arrive et me dit, oh, j'ai pas du tout préparé mon texte d'intro. Je suis au niveau 0 là. Et donc me dit, est-ce que toi, par exemple, tu peux m'aider ? Je lui dis, ok, je vais l'aider. Donc je lui rédige son truc. Et en fait, elle l'a sorti de but en blanc, mais avec un aplomb de malade. En fait, elle a lu ce que je lui avais écrit 5 minutes avant, devant tout le monde pour l'opening de la table ronde. Et je me suis dit, mais la nana, elle me connaît pas, mais en fait, la façon dont j'ai positionné mes sujets et mes arguments a fait qu'elle s'est dit qu'en fait, je savais exactement de ce dont je parlais. Et donc, elle m'a cru, elle m'a fait confiance, elle l'a dit, personne n'a scié dans l'assemblée. Oui, voire même ça a fait adhésion et c'était parti, quoi. Totalement. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas si compliqué. En fait, j'étais plus près qu'elle. Ouais. Alors que c'est une nana, en plus, que j'admirais énormément, qui était une chef d'entreprise, encore une fois, je dirais pas qui, mais c'était une chef d'entreprise incroyable. Et ça a été justement une de mes questions, c'est tu dis, ok, j'ai essayé de trouver des rôles modèles,
ou des gens qui étaient vraiment influents et qui avaient qui avaient creusé vraiment ces sujets en profondeur, il y en a pas tant que ça. Qui connaissent ces sujets, si, mais pour connaître ces sujets, il faut aller très loin. C'est-à-dire ? Parce que c'est des sujets, en fait, tu parles pas juste de pourquoi est-ce que les femmes négocient pas leur salaire, les femmes devraient négocier leur salaire, il y a des inégalités salariales, c'est pas bien. C'est les femmes ne négocient pas leur salaire dans 93% des cas, il y a que 7% des femmes qui négocient leur salaire, par exemple. Tu te dis bien à un moment que s'il y a que 7% des femmes qui négocient leur salaire vs 90% des hommes, c'est quand même qu'il y a quelque chose de fondamentalement lié au genre. Ouais. C'est pas possible que 50% de la population... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'arrêtent à cette information, cette donnée. Oui, et qui se disent parce que les femmes veulent pas. Basta. Et moi, je suis cette personne qui va dire non, c'est pas si simple. Tu peux pas faire une généralité d'une telle population et te dire que si tout le monde décide que ça n'est pas envisageable pour une femme de négocier son salaire, c'est bien qu'il y a un truc fondamentalement plus complexe qui va en dessous. Et moi, ce que j'adore, c'est cet esprit un peu du millefeuille où je... Ce que tu dis anthropologique, en fait. Ouais, c'est ça, c'est anthropologique. C'est de te dire, mais en fait, c'est pas vrai. De dire les femmes n'aiment pas prendre la parole en réunion, c'est pas vrai. Maintenant, on le sait, les femmes se font majoritairement couper la parole. Forcément, quand tu te fais couper la parole systématiquement, t'as peut-être pas envie de prendre la parole à chaque fois. En fait, c'est toujours regarder de l'autre côté. C'est passer l'évidence. Cette évidence qui est une évidence acquise. Ces injonctions qui sont tellement acquises qu'en fait, tu te poses même pas la question, tu pars du principe que c'est comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas si tu t'es souvent... Enfin, c'est remarqué, mais quand tu parles avec tes grands-mères, tes grands-parents ou tes parents, souvent ils te disent « Oui, mais c'est comme ça. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, c'est comme ça. » Et moi, le « c'est comme ça », c'est ça qui me bouleverse, c'est ça qui me rend folle, en fait. Ça me fait dégoupiller. Ça me fait dégoupiller. C'est l'injonction. C'est une injonction de « c'est comme ça ». Mais qui a décidé que c'était comme ça ? Et surtout, pourquoi ça serait pas autrement ? Et moi, je suis cette personne qui va toujours aller du côté exactement de là où il faut pas aller, tu vois. On dit « c'est comme ça », depuis que je suis petite, on me disait « t'as pas le droit ». Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Donc c'est quoi ? C'est ton rapport à l'autorité ? Oui, probablement aussi, ouais. Non, c'est le rapport à l'interdit. À l'interdit. Si tu m'interdis quelque chose, je veux bien, mais explique-moi pourquoi. Et si la raison est légitime, par exemple, quand t'es petit et que tu veux sauter d'un pont alors que tu fais 1m20 et qu'on te dit non, tu te dis pourquoi ? C'est pas juste, moi je voudrais sauter comme mon cousin qui fait 1m70. Là, on t'explique que non, parce que t'es trop petit, que l'impact de l'eau, je sais pas quoi, et là tu comprends que en fait c'est juste parce que t'es encore trop petit et que quand tu seras grand tu pourras le faire. Mais quand on te dit alors que t'as 30 piges, t'as pas le droit parce que t'es une femme, ou c'est comme ça parce que t'es une femme, c'est comme ça parce que t'es un homme, c'est comme ça parce que t'es à telle place, c'est pas une raison valable. Et donc si cette raison n'est pas valable, c'est quoi la vraie raison ? Et moi mon travail c'est d'aller chercher la vraie raison, la raison qui est plus complexe, qui est plus sous-jacente, qui est plus subtile, voire inconsciente en fait. Et donc par exemple, là, si tu dois expliquer le 7% de femmes qui négocient versus 93. Parce que, pareil, les injonctions de la société, c'est que les femmes, on nous dit depuis qu'on est toute petite qu'il faut rester à sa place, qu'il faut pas faire trop de bruit, qu'il faut pas parler trop fort, qu'il faut être prudente dans tout ce que tu fais parce que sinon tu peux être jugée, qu'il y a une place pour les femmes, qu'il y a une place pour les hommes. Et donc du coup, si tu mets tout ça bout à bout, les femmes n'osent pas parce que les femmes, en fait, elles n'osent pas parce qu'on les a jamais laissées oser. C'est pour ça que ça m'énerve quand on dit aux femmes oser. Bah, c'est bien facile d'oser, mais quand en fait, pendant 30 ans, t'as vécu des injonctions qui te disaient tout l'inverse de ça et que demain, on te dit, maintenant que t'es dans le monde du travail, pendant 30 ans, on t'a demandé de rester à ta place, de pas demander plus que ce que tu mérites, de même te poser la question de ce que tu mérites parce qu'on te fait comprendre que tu mérites globalement pas grand-chose ou en tout cas moins que les autres. Et après, tout d'un coup, on te dit, tu veux un salaire égal à l'homme ? Eh ben, alors tu vas aller le chercher. Bah non, du coup, c'est pas un mécanisme. C'est comme les hommes à l'inverse, où les hommes, justement, comme on leur dit, et on leur fait comprendre, même de façon inconsciente, même de façon sous-jacente dans la société, que oui, ils sont dans une position de force par rapport aux femmes, que oui, il y a des privilèges que les femmes n'ont pas eu, et qu'aujourd'hui, on essaye de résorber, bah forcément que du coup, tu te poses pas la question. Moi, j'avais cet exemple de la cour de récré et l'agencement de la cour de récré avec les garçons qui ont le terrain, qui sont partout, et les femmes qui sont dans les coins, et il faut surtout pas déranger. Il faut pas déranger. Et moi, j'étais évidemment de ces filles qui allaient jouer au foot avec les garçons, et je comprenais pas pourquoi on me disait que j'avais pas le droit de jouer au foot avec les garçons, parce que moi, j'ai toujours joué au foot avec mon frère et mon père. Donc je me posais jamais la question du fait que j'avais pas le droit, parce que je voyais même pas pourquoi un sport devrait être interdit à une fille ou que c'était pas ma place alors que j'avais des pieds comme tout le monde et que je savais bien courir comme tout le monde et que donc taper dans un ballon c'était pas plus sorcier pour un garçon que pour une fille. Il y avait rien de sorcier à ça. Soulever un énorme bloc de béton à main nue, oui là je veux bien vous avouer que oui c'est vrai que moi je fais pas le poids par rapport à toi par exemple. Mais sauf que ça c'est fondamentalement génétique, c'est physique, on n'est pas foutu pareil parce qu'on n'a pas la même fonction par rapport à la procréation sur Terre. Mais tu vois ça c'est une base génétique qu'on pourra pas changer, c'est un fait. Par contre me dire que je peux pas courir aussi vite que toi derrière un ballon, bah ça je peux pas le comprendre. D'autant plus que je courais très vite. Donc je comprenais pas pourquoi, alors que je courais tout aussi vite que les garçons, bah moi j'avais pas le droit de taper dans un ballon. Qu'est-ce qui m'empêchait de faire le même geste, qui est un geste fondamentalement naturel ? Pourquoi moi j'avais pas le droit de le faire ? C'est ça en fait. C'est que ces injonctions, quand elles sont légitimes, parce que, comme si je reprends mon exemple du bloc de béton, bah oui c'est vrai que je peux pas porter un bloc comme toi, parce qu'on n'a pas la même force et qu'on n'a pas le même physique, ça oui.
Ça s'explique, il y a c'est le pourquoi. défini, voilà, c'est défini, c'est pourquoi, c'est génétique, c'est prouvé. Par contre, que tu m'expliques à l'inverse que parce que je suis une femme, je devrais pas négocier mon salaire, que c'est pas ma place de demander plus que ce qu'on me donne et que je devrais apprendre à être contente de ce qu'on me donne et le respecter. Bah non, si je vois que les autres qui ont les mêmes capacités que moi ont le droit de demander plus de par leur genre. Dans ces cas-là, pour moi, ça provoque une espèce de sentiment d'injustice où je comprends pas en fait d'où ça vient. En fait. Ouais. Mais oui, parce que comme on m'a jamais conditionné à ça, je comprenais pas pourquoi tout d'un coup on me conditionnait à quelque chose quand j'en étais tout aussi capable que les autres. C'est ça en fait, c'est quand t'es capable de faire un truc et qu'on te dit que t'en es pas capable, tu finis aussi par te convaincre. C'est pareil par exemple sur les maths. Les petites filles, on leur faisait passer un test, il y a un test qui a été fait. Et on a fait un test avec des petites filles. On leur a fait faire des maths. Et on leur a dit pour une première classe, attention les filles c'est des maths, il est fort probable que vous y arrivez pas. Bah les filles y arrivent pas. Ouais. La classe d'après, tout l'inverse. Les filles, c'est des maths, vous allez tout défoncer, ça va hyper bien se passer. Et ben ça s'est hyper bien passé. Parce qu'en fait, il y a tout le conditionnement. Ouais, le conditionnement. Alors quand t'es une femme, pour revenir au salaire, quand t'es une femme et qu'on te conditionne à pas demander, à rester à ta place, à faire attention à ce que tu dis, à te contenter de ce que tu as et à ne pas demander plus, ben en fait, quand on te donne un salaire, tu te dis waouh, je suis déjà trop contente d'avoir ce salaire et d'avoir le poste. Moi, ma théorie, c'est de me dire bah non, en fait, tout travail mérite salaire et en fait, mes capacités cérébrales sont les mêmes que le garçon qui est en face de moi dans le processus de recrutement. Par définition, nous sommes sur un pied d'égalité. Par définition, je dois avoir le même salaire. Alors que si on me le donne pas, eh ben j'irai le chercher. Non, mais t'as raison. Le discours qu'on t'envoie, c'est tu n'as pas la même valeur qu'un homme. Oui, c'est ça, exactement. C'est que tu n'as pas la même valeur. Et après, c'est aussi historique, hein, parce que de base, les femmes ont pu travailler légalement beaucoup plus tard que les hommes avec l'accord de leur mari. Alors, les femmes travaillent depuis la nuit des temps, mais le fait de pouvoir travailler librement, de choisir ce que tu veux faire, jusqu'à un certain temps, c'était conditionné par l'aval de ton mari quand même. Ouais. Tu vois, donc pareil avec les banques, pareil avec pareil avec ta liberté financière. Donc en fait, tout était conditionné par l'aval d'un autre qui, par définition, était un homme, c'est vrai. Et donc du coup, à partir du moment où du coup tout a été toujours conditionné et qu'un jour on t'enlève les conditions, on dit maintenant débrouille-toi, mais on te donne pas la bonne boîte à outils, comment veux-tu t'en sortir ? C'est aussi ça, c'est une question de boîte à outils. Et du coup, ça allait être ma question. De dire, ok, dans un monde où on sort de ce schéma-là, qui a, au final, moi, ça me faisait penser à la catégorisation sociale, qui est un concept de psychosocial, qui dit que on met les gens dans des cases, dans des catégories, pour faciliter notre compréhension du monde. Oui. Si on sort de ces cases-là et qu'on sort de ces schémas, c'est-à-dire qu'on doit tout reconstruire. Bah, c'est une reconstruction. Ouais, c'est ça. Bah, justement, j'en parlais. J'aime pas parler de déconstruction parce que c'est violent. Je préfère parler de reconstruction. C'est une reconstruction qu'on doit toutes et tous faire, qui est basée sur un système commun, globalement, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Hein, c'est un système commun avec à peu près globalement les mêmes règles du jeu. Et là, on nous demande de tout reconstruire. Et merde, recommence ta question, excuse-moi. C'est ça. Tu me disais la différence entre déconstruction et reconstruction. Ouais. Mais là, en fait, je pense où je voulais t'amener, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est de dire, ok, dans un monde idéal, ça ressemble à quoi le genre demain pour Juliette Delas ? Dans un monde idéal, le genre, c'est que les femmes sont des femmes. On va vivre des choses que les hommes ne vivront jamais. On va donner la vie. On n'a pas le même cycle hormonal. On n'a pas les mêmes sensations. On n'a pas le même corps. On grandit pas de la même façon. C'est un fait. Et ça devient valorisé. Et ça devient valorisé alors qu'avant, c'était une honte. Pour nous, les filles, quand t'as tes règles pour la première fois, t'as honte. Ouais. T'es pas fière, t'as honte. Alors tu pourrais te dire, je suis fière, je suis femme. Mais non, parce qu'on n'est pas forcément toujours fier d'être femme. Parce que être femme, c'est hyper compliqué. Parce que être femme, on t'a fait comprendre par la société que par définition, sur des milliers d'années, t'étais inférieure, t'étais soumise, t'avais par définition la responsabilité d'être moins. Et d'ailleurs, l'histoire du sang, c'était que l'homme, lui, contrôlait. Oui, c'est ça. Là où la femme, elle devait abandonner, quoi. Bah, d'où la nécessité de la contraception, par exemple. Parce que la contraception, c'est reprendre le pouvoir sur ton corps. Ou que l'homme reprenne le pouvoir sur le corps de sa femme. Ou à l'inverse. Sauf qu'en général, oui, sauf qu'à l'époque, du coup, les hommes, on n'était pas trop pour la contraception, quand même. Parce que contraception, ça veut dire que c'est aussi toi qui es libre de décider de ce que fait ton corps et si tu veux créer ou pas. Okay. Et la différence aussi qu'on voit aujourd'hui entre un homme et une femme, c'est la capacité à faire un enfant, dans le sens à porter la vie, quand même. Et beaucoup de choses reviennent de là, hein, d'ailleurs. Mais si tu veux... Donc ton genre ne te définit pas, voire il est valorisé. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour les hommes ? Bah pour les hommes, ça veut dire qu'ils ont tous une autre place à prendre. En fait, si tu veux, il y a aussi ça, c'est qu'en fait, ces cases dont on parle, on a mis les femmes dans une case, on a mis les hommes dans une case. Et du coup, quand t'es une femme et qu'on t'a mis dans une case, c'est difficile d'en sortir parce qu'il y a des injonctions qu'on te donne, mais il y a aussi des attentes. On attend de toi des choses quand t'es une femme, on attend des choses de toi quand t'es un homme. Et si tu sors de ces attentes, ça veut dire que tu vas à l'encontre d'un modèle et donc tu perturbes tout le monde.
Parce que du coup, tu perturbes aussi les autres et leur relation à eux-mêmes. Et le système résiste. C'est ça, mais le système résiste, ou alors au contraire, le système, comme aujourd'hui, commence à faiblir. La montée du masculinisme, c'est pas pour rien. La montée du masculinisme, c'est une réponse à une panique de cette émancipation des femmes, du fait qu'en fait, une femme, elle reste pas avec un homme parce qu'elle doit, mais parce qu'elle veut. Parce que cette liberté de choix dont on parlait justement, cette liberté financière, cette liberté d'émancipation professionnelle, va avec cette liberté patrimoniale et donc va avec cette liberté de choix. Donc tu choisis ce que tu veux faire de ta vie, tu choisis ton métier parce que tu sais que tu as la nécessité financière pour te subvenir à tes besoins, demain ceux de tes enfants, et donc tu ne dépends de personne. Et quand tu ne dépends de personne, c'est la dépendance en fait. Oui. C'est moi, tout mon combat, c'est l'indépendance des femmes comme des hommes. C'est le fait de ne jamais dépendre d'un individu ou même d'une entreprise. C'est-à-dire que même si tu fais un parallèle, dépendre de ton manager, c'est une forme de dépendance. Alors que si dans une entreprise, tu ne dépends pas de ton manager, mais que tu es un talent, que tout le monde le sait et que ton avenir dans l'entreprise, ta négociation salariale, ta promotion ne dépend pas d'une personne qui te manage, mais de tous les gens qui savent ce que tu fais dans la boîte, alors tu te construis une espèce de rempart. Et moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, c'est de me dire, dans le monde de l'entreprise, je ne dépendrai jamais de qui que ce soit. Et mon manager, même si je l'estime de tout mon cœur, ne peut pas être le seul à décider de mon sort. Et c'est un peu la même chose. Ça marche comment ? Concrètement, ça marche par déjà te faire connaître dans ton entreprise, comme tu te fais connaître dans ton réseau. Ton réseau, ton entreprise, tu as le réseau inter-entreprise et tu as le réseau en dehors de ton entreprise. Dans les deux cas, c'est ton airbag. Dans les deux cas, en fait, c'est ce qui te protège. Ça a énormément de valeur, en fait. Exactement, mais un peu comme les femmes. Hein. Le fait d'avoir l'indépendance financière, etc., ça fait que tu as le choix et donc tu ne dépends de personne, et surtout pas d'un homme. Et comme les lois et les droits font que maintenant les femmes sont libres de leur choix et de leur liberté qui leur appartient, eh bien, le fait d'être indépendante financièrement, de travailler comme tu le veux, où tu veux, etc., fait que tu fais ce que tu veux. Et donc, on a cette montée du masculinisme, parce que du coup, ça veut dire quoi du côté des hommes ? On est useless. Vous n'êtes pas du tout useless, c'est pas ça, c'est que vous devez redéfinir, mais bien sûr. De dire, en fait, aujourd'hui, en tout cas, par rapport à l'ancien modèle, on n'a plus notre place. C'est pas que vous avez plus votre place, c'est que du coup, votre place, elle doit se redéfinir. Vous devez redéfinir votre rôle dans la société. Parce qu'avant, pareil, hein, mais moi, pour les hommes, je me dis, c'est pareil. On vous a mis dans des cases, mais avec des injonctions terribles. L'enfer. Sur la masculinité, la virilité, ne pleure pas, n'exprime pas tes émotions. T'as pas le droit de ressentir ça. T'es un homme, tu portes la responsabilité de toute ta famille sur tes épaules. Enfin, c'est pareil, quand tu regardes à l'inverse, tu te dis, mais mon Dieu, tellement d'injonctions qui sont enfermantes, qui empêchent, bien sûr, qui t'empêchent d'être proche de tes émotions, qui t'empêchent d'être le père que t'aurais envie d'être, qui t'empêchent d'être le mari que t'aurais envie d'être. Parce qu'en fait, t'as un blocage qui se fait. Mais oui, mais parce que pour atteindre ce niveau de virilité, ça veut dire qu'en toi, tu dois bloquer un certain nombre de choses en tant qu'homme aussi, dans tes sentiments et dans ce que tu ressens, parce que si tu te laisses aller à ça, alors tu sors de ta case. Et quand tu sors de ta case, tu vas où ? C'est ça, c'est qu'en fait, tu vas prendre les attributs féminins. Et ça, il faut surtout pas, parce que c'est inférieur à l'homme. Ouais, et puis surtout, ça veut dire que tu reviens sur féminin et masculin, et tu reviens sur le combat que je gère, qui est à dire que les compétences, les appétences ne devraient pas être genrées. Que, tu vois, par exemple, j'aime pas quand on parle de leadership au féminin. Ça veut dire quoi, de l'idée au féminin ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu es empathique, c'est-à-dire humain, c'est-à-dire que tu penses à tes collègues et que tu aimes tes collègues et que tu soutiens tes collègues, et que si ton collègue il a vécu un décès et que tu lui laisses 3 jours et qu'après tu es plus gentil avec lui et que tu lui laisses du souffle dans son emploi du temps ou dans ses deadlines, ça s'appelle de l'empathie. Est-ce que faire ça pour ton collègue, c'est du leadership au féminin ? C'est du leadership au féminin, du coup ? De respecter que ton collègue, il a vécu un deuil ? Ouais. Bah non, ça s'appelle de l'humanité. Et en fait, moi, ce que je prône, c'est le fait justement d'enlever féminin, masculin. Donc féminin, c'est-à-dire sensibilité, émotion, chagrin, délicatesse. Masculin, virilité, autorité, compétition. Pouvoir. Enlever tout ça et que toutes ces compétences puissent être autant pour les femmes que pour les hommes et qu'elles ne te définissent pas dans le monde du travail en fonction de ça. Est-ce que tu es encore, toi, tu penses, sensible à des injonctions ? Bien sûr, je pense que on en a toutes. Oui, mais tous. je veux dire, toi qui es plus reconstruite que Par d'autres. contre, je les challenge vachement. Dans le sens, je challenge vachement les injonctions parce que je les vis. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, là, il y a tous ces sujets de parentalité, évidemment. Toi-même, tu sais, tu es papa. Et moi, j'ai 31 ans, donc forcément, on commence à beaucoup m'en parler. Quand est-ce que tu vas être maman ? Est-ce que tu veux faire des enfants ? Il y a 3 ans, c'était est-ce que tu vas te marier ? Est-ce que tu vas être une femme, une épouse ? Et en fait,
je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est aussi important pour les autres de savoir ce que je vais faire avec mon copain? Est-ce qu'on va se marier ou pas? Quand est-ce que je vais devenir mère? Qu'on commence à me mettre un peu une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête pour me dire, bon, il va falloir s'y mettre, parce que tu sais, ta gynéco, elle te dit que tu vas avoir du mal à avoir des enfants si tu les fais après 35 ans. Et toutes ces injonctions-là qui te pèsent, en fait, tu as deux possibilités. Soit tu réponds en disant, ils ont raison, il faut que je m'y mette. Et donc tu t'y mets parce qu'on attend de toi que tu t'y mettes et que tu te conformes. Mais tu as aussi la possibilité d'en avoir envie, parce que moi, évidemment, tu vois, j'ai envie de fonder une famille, c'est pas le sujet. Mais en fait, j'ai envie d'avoir envie comme moi, j'ai envie. J'ai pas envie qu'on me dise quand, j'ai pas envie qu'on me dise comment. J'ai envie de pouvoir me poser, moi, la question, de prendre le temps de me poser cette question sans qu'on me dise quand est-ce que je dois le faire et pourquoi je dois le faire. Si je fais quelque chose, comme le métier que je vais choisir, comme le mari que je vais choisir, je le ferai parce que je le pense, parce que je le ressens et parce que mon instinct me dit que. Et donc d'écouter en fait ce truc-là d'instinct qui te dit attends, je vais pas faire un enfant parce qu'on m'a dit que j'avais 31 ans, que sinon je serais une vieille bique et que je serais pourrie de l'intérieur et que je pourrais pas faire d'enfant. Non, si je veux faire un enfant et que j'ai cette responsabilité que tu connais d'éduquer un petit être, c'est une énorme responsabilité. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Ouais. Le métier que tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Si tu es tous les jours malheureux au travail, mais que tu as fait ce que tes parents t'ont demandé de faire, tu as répondu à une injonction, tu pas répondu à la volonté de faire quelque chose pour toi, tu as répondu à la volonté de faire quelque chose qu'on attendait de toi. Et on a attendu des femmes qu'elles prennent une posture dans la société, on a attendu des hommes qui prennent une posture dans la société, dans leur couple, dans leur foyer. Et moi, ce que je prône, c'est le fait de dire toutes ces injonctions et tout ce qu'on attend de toi, pose-toi toujours la question de est-ce que c'est ce que tu veux? Après, maintenant, si c'est une vraie force. Enfin, tu vois, moi, et je pense que ton discours, il fait autant écho chez moi parce que je sens qu'à ma manière, je me suis retrouvé dans plein d'injonctions. J'en ai parlé plein de fois dans ce podcast. Effectivement, le genre est rempli d'injonctions socialement. Totalement. Et donc, quand toi, tu proposes aux femmes de se libérer de ça, en fait, tu proposes, comme tu disais aussi aux hommes de le faire. Mais moi, je me dis, waouh, quel régal. Évidemment que j'ai envie d'aller vers ça. Mais je me dis aussi, déjà, comment on y va? Et deux, mais vers quoi je vais? Parce que la réalité, c'est qu'on m'a jamais proposé d'écouter ce que j'ai envie. Ouais. Ça demande, je pense que ça demande du courage, mais c'est pas que ça. Ça demande de s'écouter. Parce que, ouais. Ça demande de s'écouter. C'est-à-dire. C'est des compétences. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est une compétence ou si c'est quelque chose que tu acquiers ou si c'est quelque chose qui s'enseigne. Dans le sens que moi, je fais beaucoup confiance à mon instinct. C'est-à-dire, par exemple, l'un des premiers jobs que j'ai eu, au bout de 4 mois, j'avais les genoux qui tremblaient de façon intempestive, comme ça, soudain. Okay. J'avais les yeux, tu sais, quand tes cils, ils font comme ça, tellement t'es crevé, tu vois. Et qu'on dit, manque de magnésium. Et voilà. Et moi, je me suis dit, non. C'est parce qu'en fait, je crois que je suis pas bien dans ma peau. C'est parce qu'en fait, je crois que c'est mon corps qui est en train de me dire, alerte, t'es peut-être pas là où il faut que tu sois. Et j'étais dans une pièce et je me sentais pas bien. Tu vois, je me disais, mais je suis pas à ma place, je me sens pas trop à mon aise. Et je me suis fait un comparatif. Je me suis dit, est-ce que quand je suis avec mes amis que j'ai choisis, est-ce que j'ai les genoux qui tremblent? Est-ce que j'ai les cils qui tremblent? Est-ce que j'ai ce sentiment de malaise où je me dis, qu'est-ce que je fais là? Bah non. Parce qu'en fait, c'est moi qui les ai choisis, ces amis. Parce que j'ai choisi ces amis, parce que je me sens bien avec eux, parce que je me sens naturelle avec eux, parce que je me sens moi et qu'il n'y a pas de jugement. Ce qui est pour moi le fondement d'une amitié. Comme en amour d'ailleurs. Il n'y a pas de jugement. Et en fait, quand tu ressens ça, t'as 2 choix, pareil. Soit tu t'en fais fi parce que tu dis mais non, mais c'est bien pour ma carrière, je suis au bon endroit, les gens sont smart, j'ai sûrement beaucoup à apprendre. D'accord, mais à quel prix? En fait, oui, à quel prix? C'est ce que les gens font quand ils restent sur leur rail. C'est ça. Ou dans un couple, ou dans une relation amicale qui te fait pas du bien, où tu sors de là, t'as pris un café avec une pote, tu te sens pas bien dans ta peau, t'as l'impression que ça t'a pas du tout été profitable, pas dans le sens profitable, dans le sens bénéfice, mais dans le sens t'en sors de là, limite ta pote, elle t'a fait ressentir encore moins bien dans ta peau que ce que tu ne l'étais. Ouais. Tu vois, et du coup, en fait, quand tu ressens ça demande un courage de fou de suivre son instinct. Alors, ça demande un courage, mais d'un autre côté, ça veut dire c'est juste que tu choisis le bien pour toi. C'est que tu choisis. J'entends. Ce que je veux dire, c'est que sur le papier, c'est simple. Ouais. La réalité, c'est que. Mais oui, mais moi, je suis biaisée. Mon métier, etc. Mais du coup, je veux bien qu'on parle de ce biais-là. Ouais. Mais ce que je te dis, c'est que moi, mon métier, c'est d'accompagner des gens. Et mon chemin personnel, c'était ça aussi. C'est juste d'essayer de comprendre, OK, qu'est-ce qui est bien pour moi? En fait, je pense que ça demande une vie. Et que j'ai l'impression aussi que malheureusement, si tu vis pas des choses traumatisantes ou si tu rencontres pas un mur, tu te poses pas du tout la question de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est possible. Tu suis les rails toutes tracés sur lesquels on t'a mis. Comme tu disais, il y a 70% des étudiants, enfin des adolescents de 16 ans qui font des études parce que leurs parents leur ont conseillé de faire ces études-là. Ouais, c'est ça. La réalité, c'est que ces gens-là, ils vont se retrouver dans le schéma de couple de leurs parents. Ils vont se retrouver dans tout l'héritage culturel et transgénérationnel qu'ils ont reçu. La réalité, c'est qu'ils seront jamais sur leur rail avant d'avoir
Ouais, rencontrer mais un mur. je pense que c'est parce qu'il faut que tu sois à l'écoute. Moi, je sais que j'ai eu un petit choc émotionnel quand j'avais 27 ans. Alors apparemment aussi, chez les femmes, entre 27 et 30 ans, on a toute cette phase-là parce qu'en fait, naturellement, psychiquement, tu es rappelé aussi à la procréation. Ok. Et donc, le fait d'être rappelé à la procréation, ça veut Biologiquement, dire... tu veux Ouais, c'est ça. En fait, même inconsciemment, t'es rappelé à ce concept qui est demain, ça pourra être mon rôle. Si c'est ce que tu veux, évidemment. Mais si c'est ce que tu veux, ce rôle-là t'es rappelé et surtout les responsabilités qui vont avec, même inconsciemment. Et donc, tu te rends compte que ça demande une mise au point. Et moi, cette mise au point, je crois que je voulais pas la faire. Je sentais un sous-jacent qui traînait, quelque chose qui me bloquait. Tu sais, quand t'as un truc qui te bloque ici avant un contrôle, quand on était petit, et tu te disais je me sens pas bien. Ouais, voilà, le trac. Mais pas forcément le trac, parce que le trac, ça peut être quelque chose, ça peut être une sensation hyper chouette. Non, une sensation qui te bloque la gorge, ouais, où t'arrives plus à manger, t'arrives plus à boire parce que t'es étouffé en fait. Et cet étouffement, en fait, pour moi, ça a été symptomatique. C'est-à-dire que quand j'avais 27 ans, je crois que j'ai fait ma première crise d'angoisse de ma vie. Et là, comme c'était la première fois de ma vie que j'en faisais une après 27 ans de vie, je me suis dit waouh, c'est que c'est vraiment violent, c'est que c'est vraiment l'expression d'un truc que j'ai tellement enfoncé, moi qui pourtant je suis justement plutôt à l'écoute de moi, je l'avais tellement enfoncé loin que mon corps naturellement l'a fait rejaillir pour me dire réveille-toi, et je me suis fait secouer par mon corps parce que moi-même j'arrivais pas à me secouer, alors que de tout ce que je te dis là, j'ai été éduquée à être à l'écoute de ce que je suis. Et pour autant, malgré ça, à 27 ans, j'ai fait une énorme crise d'angoisse que j'ai pas compris parce que je savais même pas ce que c'était en fait, pour être honnête, parce que pareil, on parle pas trop de ce genre de choses, donc on sait pas les symptômes, etc. Je savais pas. Et la première réaction que j'ai eue, c'est ok, faut que j'aille voir quelqu'un. Et c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un et que j'ai été en thérapie. Et la première, bah oui, mais à 27 ans, enfin, tu vois, tu peux te dire, mais qu'est-ce que c'est tard? Et en fait, moi, je me suis dit, mais mon Dieu, j'aurais. C'est plutôt tôt. Ah non. Quand tu regardes autour de nous. Quand tu regardes autour de nous, c'est vrai que maintenant c'est vachement démocratisé, mais oui, moi par exemple, mais parce que j'étais biaisé, j'étais psychologue. Voilà, exactement. Toi, c'était ta formation. C'est ça, et pour toi, c'était normal. Pareil, quand tu viens d'un univers où tes parents sont proches de ça, bah forcément pour toi, c'est normalisé. Moi, c'était pas du tout mon univers. Donc pour moi, c'était vraiment un énorme saut, voire un peu un sentiment d'échec, hein, de se dire j'ai besoin d'aide. Je peux pas gérer ça toute seule. Donc, je vais pousser l'idée. Ouais. Du coup, tu t'es retrouvée très masculine. À essayer de porter, à essayer d'avoir la force, le courage, à te faire front. Justement, du coup, c'est dommage, tu vois, de se dire masculin. Je sais que tu joues, mais de se dire que parce que t'écoutes pas tes sentiments, c'est que c'est masculin. En fait, je pense que dans notre société, on n'écoute pas nos sentiments dès lors qu'ils vont à l'encontre de ce qu'on nous a dit, en fait. Et je pense que le plus dur, c'est de challenger ce qu'on t'a dit, c'est-à-dire tes référents qui sont tes parents principalement, et ensuite tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, les amis très proches, etc. Dire que tous ces gens qui t'ont élevé, qui ont donné du temps et de l'amour, en fait, ils avaient peut-être tort, ou que tout n'est pas bon à prendre, c'est une grosse claque. Parce que ça veut dire que tu rejettes tous les rôles modèles avec qui t'as grandi et qui t'ont forgé en tant qu'individu. Et d'un autre côté, je pense que la seule façon de devenir ta propre personne, c'est de rejeter une partie des gens que tu aimes. Mais pas de les rejeter dans le sens arrêter de les aimer, pas du tout. Parce que justement, il faut dissocier. C'est continuer de les aimer tout en ayant conscience de leurs écueils, dans leur éducation, dans leur individualité, accepter ça, mais être lucide. Et moi, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses grâce à ça. En fait, c'est ça. Et devenir adulte, c'est devenir lucide. En fait, prendre ses propres décisions. Et c'est devenir ta propre personne. Ma mère a dit un truc pendant notre mariage que j'ai trouvé assez génial. Elle m'a dit, en fait, tu as ta famille nucléaire, c'est-à-dire ta chérie ou ton chéri, peu importe, tes enfants, c'est ta famille nucléaire. Ouais. Quand un parent a son enfant qui se marie et qui crée sa famille, il devient un satellite. Il oscille autour de toi, mais il est plus sur ta planète. C'est plus ta planète, c'est autour de toi. Donc, par exemple, moi j'ai Alma, je deviens un satellite d'Alma. Non, justement, c'est tes parents qui deviennent un satellite de toi. Ah bah ça, j'ai vraiment ressenti ça aux dernières fêtes familiales où, puisqu'il y a une nouvelle génération, le focus redescend d'un niveau. C'est ça. Et en fait, tu te focuses sur la personne avec qui tu te réveilles tous les matins, avec qui tu te couches tous les soirs. De toute façon, ta femme, en l'occurrence, c'est ta fille, tu vois. Et... ça devient tes significant others. Voilà, c'est ça. Mais sauf que pour que ça devienne tes significant others et que tes parents deviennent des satellites, ça veut dire couper le cordon. Et couper le cordon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, ça veut dire challenger ton modèle. Ça veut dire reconstruire tout ce que tu as appris avant. Ok, mais sauf que... Tu vois ? Oui, totalement d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as dit, en fait, je veux surtout pas être dans l'injonction. Donc potentiellement, c'est le modèle qu'on t'a transmis. Ouais. Et donc, c'est ce qui, à la fois, a été extrêmement bénéfique et précieux, et ce qui, à un moment, t'a limité. Mais parce que rien n'est binaire.
C'est ça le truc, c'est qu'en fait rien n'est binaire dans le sens que tu peux adorer tes parents et adorer ce qu'ils ont fait de toi en tant qu'individu et pour autant leur reprocher des choses dans ce qu'ils ont fait de toi. Évidemment. C'est rien n'est binaire. Enfin, comme disait mon père, être parent c'est le job le plus dur de la terre parce que tu crées un individu et que forcément tu vas faire des bêtises, forcément tu vas te tromper et tu vas faire en sorte de lui donner tous les outils. Et moi c'est ce qu'ils me disent toujours. Mes parents me disent toujours on t'a donné la boîte à outils pour qu'ensuite tu saches quel outil utiliser dans ta boîte tout au long de ta vie. Mais pour pouvoir savoir utiliser les outils, il faut savoir réfléchir toute seule à l'outil que tu dois sortir de ta boîte. Et qu'il n'y ait plus personne derrière pour te dire « Ah, moi, je serais toi, je prendrais tel outil. » Et de te dire « Mais moi, je veux prendre quel outil ?» Et donc, en fait, ce truc-là de « Moi, je veux prendre quel outil ?» il y a un moment où, en fait, je pense que ton corps te le dit. Et soit tu l'écoutes, soit tu mets tes outils d'un côté, ta logique et tes sentiments de l'autre, et tu continues sur la voie qu'on t'a tracée parce que c'est plus simple. Après, c'est OK. T'as le droit de décider de dire c'est plus simple, j'ai appris comme ça, j'ai fait comme ça toute ma vie, alors je vais rester sur ces rails, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple, mais est-ce que tu seras plus heureux ? Je suis pas certaine. Ah, ça, c'est sûr que non. En tout cas, moi, C'est ça. Et après, du coup, ça revient sur cette question même de qu'est-ce que tu recherches et pourquoi tu fais les choses. Et moi, je sais que quand je fais des choses et que je les fais pour les autres, à la fin, j'y tire pas forcément le bonheur que j'aimerais tirer dans d'autres choses. Et à la fin, j'ai un peu mon bonheur-tomètre, je sais pas comment dire. Ton échelle de kiff. Mon échelle de kiff. Et si je fais quelque chose et que je le fais et qu'à la fin, j'en retire rien et que je suis pas fière de moi et que je me dis, je sais pas pourquoi je le fais, alors je me pose la question, pourquoi je le fais ? Pourquoi je suis avec tel mec ? Pourquoi j'ai choisi telles études. C'est pour répondre à des angoisses, des traumas. Ou des injonctions de tes parents, de la société. Ou t'es avec ce mec-là parce qu'il coche les cases que tes parents avaient en tête pour toi, par exemple. Tu vois, c'est aussi ce truc-là. C'est pareil, tu vois. Pour qui la personne qui partage ta vie, tu l'as choisi pour toi ou tu l'as choisi pour plaire à tes parents ? Mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui le choisissent peut-être pas pour les bonnes raisons. Surtout qu'on a longtemps entendu, quand tu te maries aussi avec ta belle famille. Oui, en plus, ouais. Alors que c'est pas forcément le cas. Alors c'est pas forcément le cas, mais ils sont bel et bien là tout le reste de tes jours. Que tu le veuilles ou non. Et puis d'un autre côté, tu vois, moi je sais que par exemple ma belle famille, c'est ce qui a fait mon mari. Et je leur en serais éternellement reconnaissante. Et rien que pour ça, je les aime par définition, parce qu'ils l'ont fait lui. Donc à partir de là, tu vois. Ils avaient raison. Donc à partir de là, forcément, pour avoir fait lui, c'est que forcément il y a quelque chose de bien. Évidemment, il y a plein de choses géniales dans ce qu'ils sont, mais c'est aussi sur ça que je m'appuie. Ouais, voilà. Et du coup, la transmission, elle a encore plus de sens. Moi, j'ai eu à peu près la même réalisation plutôt vers 29 que 30 ans. Je ne sais pas si c'était lié à mon cycle de parentalité potentielle. Peut-être, chez les hommes. Honnêtement, je ne sais pas, mais peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ça a été évidemment conjoint. J'ai plutôt eu l'impression que c'était genre, OK, à 20 ans ou 25 ans, tu es le résultat des décisions souvent de ton contexte. Et donc de ce qu'on a projeté sur toi ou ce qu'on t'a proposé en pensant le meilleur, tu vois. Oui, avec en les meilleures intentions. Bien sûr. Sauf qu'à 30 ans, tu réalises que ce que tu deviens et qui t'es aujourd'hui, c'est la résultante de ce que toi t'as pris comme décision. Et moi, j'ai eu ce truc de heureusement que je suis au bon endroit. Ouais. Et heureusement que je kiffe ma life, heureusement que je pris des décisions pour moi. Parce que si je m'étais rendu compte à ce moment-là qu'en fait ma vie elle était pourrie et que j'étais pas à la bonne place et machin, j'aurais, je pense, un peu déchanté. T'imagines la tornade ? Mais justement, il y a plein de gens qui vivent ça. C'est ce qu'on appelle la crise de la trentaine. Ce qu'on appelle la crise de la trentaine, c'est tout le concept, justement. Mais en même temps, c'est génial. Moi, je peux que leur souhaiter qu'ils soient en train de réaliser que... Bien sûr, et c'est hyper sain. Et d'un autre côté, tu te dis, mais au fond, quand t'as 20 ans, limite ton cerveau, il est même pas encore fini. Est-ce que tu es sincèrement apte à prendre les plus grandes décisions de ta vie ou à prendre des orientations aussi catégoriquement ? Non, parce que ça prend du temps de se connaître, ça prend du temps de comprendre ce qu'on veut, et puis ça prend aussi des tentatives. Et moi, surtout, je pense que c'est pas du tout linéaire, c'est pas fini. Non. Genre, c'est-à-dire que, OK, aujourd'hui, t'es ça, mais demain, tu seras peut-être autre chose. T'es en constante révolution. Hein. Un individu, pour moi, il est en constante révolution parce que tout ce que tu vis va te marquer. Je pense que toi, ton passage à la paternité, par exemple, c'est une claque positive, mais c'est une claque dans le sens que tu dois te redéfinir en tant qu'individu, mais tu deviens une personne de plus, c'est-à-dire que tu es un professionnel, un fiancé, et maintenant tu deviens un père. Donc tu as une corde en plus à ton arc. Mais avec ce que tu disais je veux surtout pas rentrer dans les injonctions, je veux définir ma propre case. C'est ça. Et du coup, c'est courageux de définir sa propre case parce qu'en fait, tu fais face à une page blanche. Totalement. Honnêtement. Sauf que justement, tu vois, le saut dans le vide, est-ce que tu le vois comme une incroyable aventure ou est-ce que tu le perçois comme un incroyable danger ? Tu vois ? Et en fait, c'est aussi cette perception-là. Et cette perception-là, il y a des gens, ça les paralyse tellement, ce que je comprends, ce danger, que la potentialité du danger est telle qu'ils préfèrent rester dans leurs acquis et dans leur zone de confort parce que c'est aussi plus simple. Donc quand tu décides de te challenger sur ce que t'es, que tu décides de challenger les injonctions qu'on a sur toi en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mère, ça veut dire faire un saut dans le vide. Mais d'un autre côté, quand ton corps, il te pousse à le faire... Moi, en tout cas, ma réaction, c'était de me dire, si mon corps me fait faire un truc pareil, c'est qu'il est en train de me dire, mais réveille-toi. Et donc, je vais l'écouter.
Mais t'as des gens, ils le mettent en sourdine, en fait. Je pense que c'est ça ma sensation là, ce que je ressens, c'est que du coup, toi, t'as quand même vraiment musclé assez vite ta capacité à écouter ton corps. Pour tout un tas de raisons, tu vois, et qu'en fait ça t'a aidé tellement utile. Bien sûr. Que tu continues à le nourrir à fond. Ouais. Et à te dire, alors après il faut toujours aussi faire la différence, c'est-à-dire quand tu ressens une émotion négative du genre est-ce que je suis vraiment à ma place, par exemple chez nous les femmes, désagréable, voilà exactement, tu te dis est-ce que je suis vraiment à ma place dans ce sentiment que je ressens, est-ce qu'il est négatif parce que il est par exemple parce que je te dis ça parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y a des émotions agréables et désagréables. Désagréable alors. Tu as cette sensation désagréable que tu peux ressentir quand tu es dans un... Ouais, mais même, je ne sais même pas si c'est de l'anxiété, c'est un malaise. Non, mais je te donne un exemple. L'anxiété, la peur, la tristesse, voilà, c'est ça, la colère, la frustration. C'est désagréable, mais en fait, c'est pas négatif, c'est une information de fou. Alors justement, c'est pas négatif et au contraire, il faut l'écouter. Et parfois, il faut l'écouter, mais il faut aussi savoir scinder. C'est-à-dire, par exemple, typiquement chez les femmes, le syndrome de l'imposteur fait que tu peux être dans une pièce où tu as parfaitement le droit d'être et pour autant ressentir ce sentiment désagréable de dire « je ne suis pas censée être dans cette pièce ». Et là, le rôle important de toute cette prise de conscience et de tout ce travail qu'on fait sur soi, c'est de se dire « est-ce que je ressens ça parce que j'ai un syndrome de l'imposteur ?» Donc ça veut dire je suis légitime mais j'ai peur. Voilà. Ou est-ce que je ressens ça parce que vraiment j'ai rien à faire là, dans le sens je sais pas, j'appartiens pas à ce monde, en fait j'aime pas ce métier, ou alors en fait ce sujet me passionne pas du tout, je sais pas pourquoi, je prendrais le micro pour en parler. Et là c'est autre chose. Donc tu as toujours cette scission à faire. Encore une fois, rien n'est binaire, c'est gris quoi, c'est ni noir ni blanc, c'est gris. C'est quand tu ressens un truc, c'est quelle est l'origine fondamentale? Est-ce qu'elle est liée à moi? Est-ce qu'elle est liée à mon environnement? Est-ce qu'elle vient de moi? Et du coup, je me pose la question. Par exemple, nombre de fois, je pense, ou quand t'es pas bien dans tes chaussures et que t'es dans une phase difficile, t'es moins à l'aise avec les gens que t'aimes. Et du coup, souvent, tu peux te dire ils ont pas envie de me voir. Et du coup, tu te mets dans une posture où c'est toi de victime. Et là, c'est toujours important de se dire, est-ce que c'est moi qui me mets dans une posture de victime? Ces gens m'aiment et me soutiennent et c'est moi qui suis pas bien dans mes pompes, c'est pas eux qui trouvent qu'il y a quelque chose de mal chez moi? Ou est-ce que vraiment, ce qui m'est déjà arrivé, être dans un groupe d'amis où en fait tu te dis ils ont pas envie que je sois là et en fait oui, ils ont pas envie que tu sois là. Mais d'où vient l'origine du problème? Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si tu avais fait toute ta vie de l'auto-coaching, dans le sens où tu avais pris de la distance par rapport à tes pensées. Moi je dis tout le temps, tes pensées te définissent pas, tes émotions ne te définissent pas, parce qu'elles passent. Bah toi, c'est comme si naturellement, t'avais eu ça tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est un peu l'auto-coaching, ouais. Ou si tu veux, une prise de recul, tu vois. Après, c'est parce que je pense que je suis quelqu'un de très passionné et que du coup, comme je suis très passionnée, j'ai beaucoup de sentiments, je suis très sensible, je ressens très fort mes émotions, mais du coup, je suis aussi très à l'écoute de mes émotions. Et je pense aussi qu'on m'a éduquée à l'écoute de mes émotions. Je pense qu'on m'a appris à aimer mes émotions. Et donc cette indignation et la quantité et la qualité de ce que tu ressens et ce que tu vis, est-ce que parfois ça te submerge? Est-ce que ça te bouleverse? Bien sûr. Évidemment, le nombre de fois où dans le métier que je fais, j'entends des choses horribles, où j'ai l'impression que c'est décourageant parce que j'aime tellement ce que je fais et je suis tellement convaincue et j'ai l'impression parfois d'être seule, que personne ne comprend pourquoi je me bats autant, que personne ne comprend l'importance de ce sujet, l'importance de bien redéfinir le féminin, le masculin, les genres, les compétences, que tout ça, en fait, c'est des notions qu'on doit redéfinir pour pouvoir avancer dans cette société, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde trouve sa place et que ton genre ne soit plus une définition. Parfois, évidemment, ça me consume. À la fois, ça me consume de joie, tu vois, comme ce matin où on a fait une superbe action dans le cadre de mon association Health Team et on a sensibilisé 7000 jeunes. On a planté 7000 graines de ce que je te dis là, c'est-à-dire tu peux tout faire, le champ des possibles est immense, mais à toi de te donner les chances de le faire parce que nous on va t'aider à le faire. Ce truc-là, waouh, c'est une chance incroyable, c'est une émotion incroyable où tu dis mais ouais, je suis hyper utile et hyper reconnaissante, hyper fière d'avoir réussi à mettre ça en place et d'avoir réussi à toucher des petites filles et des petits garçons qui vont se dire un jour, qui dans 15 ans me diront ah là là, je suis ingénieur parce que j'ai vu le Steam un jour et j'ai rencontré une dame qui faisait de la data, j'ai trouvé ça trop cool. Je rêve de ce moment-là et donc dans 10 ans j'espère que je l'entendrai ces histoires-là. Ouais, en fait on sensibilise des jeunes et ces jeunes-là en fait... Toi personnellement tu leur parles? Alors moi je leur parle pas, dans le cadre de mon travail chez Femmes Numérique, ouais, je suis sur le terrain et je suis en rencontre avec les filles et d'ailleurs tu vois c'est aussi ça qui m'encourage, à la fois qui me frustre. Par exemple tu vois une fois j'étais sur un salon de l'étudiant justement et il y avait une jeune fille qui était en larmes parce que ses parents lui mettaient une pression de dingue pour aller sur les bons stands. C'est quoi les bons stands? C'est quoi les bonnes écoles? C'est qui a défini ce qui était bon, ce qui était pas bon? Et en fait elle était en panique, elle était dans un coin et elle pleurait. Et je voyais qu'elle était paumée. Mais en fait, ses parents, ils étaient tout aussi paumés qu'elle. Et limite, eux aussi, ils avaient les larmes aux yeux parce qu'en fait, ils savaient pas comment faire pour l'encourager, ils savaient pas comment la soutenir. Et d'un autre côté, ils avaient tellement d'attentes pour elle et tellement d'injonctions qu'ils se rendaient même plus compte de ce qu'ils voulaient pour elle et de ce que eux voulaient pour eux.
C'est pas pareil. Et du coup, cette jeune fille, là, tu vois, j'ai ressenti un truc pareil, une émotion à la fois de me dire mais quel désespoir de la voir si triste alors qu'elle a 17 ans, que la vie est devant elle et qu'elle est déjà fondamentalement paniquée de la suite. Et de me dire mais comment est-ce que je peux tendre cette main-là. Donc tu vois, le travail que je fais, il est génial parce que tu es sur le terrain, tu vois les gens, tu touches les gens et tu touches justement à ça. Tu touches à ces questionnements de projection, tu touches à ces questionnements d'éducation, de soi, de ce qu'on est, de féminin, de masculin, tu touches à tout ça. Parce que tu touches au métier, tu touches aux projections, aux trajectoires professionnelles. Donc c'est pour ça, en fait, c'est limite une voie rapide, le monde professionnel, pour pouvoir... C'est très identitaire, en fait. Exactement, pour toucher tous ces sujets, c'est un axe de travail, en fait, la profession, le métier que tu vas faire. Et donc si tu dois pousser tes curseurs à fond, ouais. avec ta vision de ce que doit être ton métier ou de ta vision du monde, tu pourrais faire quoi ? Bah, je sais pas, justement. Je sais pas, chaque justement. Étape non, parce que ce que je suis en train de faire de mon métier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Concrètement, aujourd'hui, le métier que je fais, je suis responsable du développement d'une association, mais en fait, je suis un espèce de couteau suisse qui fait plein de choses et qui a plein d'idées. Mais j'ai pas une spécificité, une compétence en particulier. J'en ai plein. Il y a plein de choses que je sais faire très bien, il y a plein de choses que je sais pas faire du tout. Ouais. Mais j'ai pas... Ouais, je suis pas spécialisée dans quelque chose. Ma spécialité, c'est mon domaine. C'est pas mon métier, c'est mon domaine, tu vois. Donc en fait, c'est hyper perturbant parce que j'ai 1000 métiers que je peux faire. Et d'un autre côté, est-ce que j'ai vraiment envie de me spécialiser pareil ? Est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans une case quand je peux en cocher 1000 ? C'est que ta compétence quand même principale, c'est de réunir les gens, c'est de fédérer. Ouais, c'est de fédérer, que ce soit les différentes assos, les gens, les entreprises, les femmes, les hommes. Ça, c'est une vraie compétence. C'était mon métier de base, community builder. Okay. Ce fameux métier qui nous a d'ailleurs réunis dans un premier temps, mais oui. Qui est un métier vieux comme le monde, en fait, qui est juste celui de fédérer des communautés. Enfin, on va pas se mentir. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un truc que tu peux être payé pour le faire, quoi. C'est tout. C'est la seule différence, c'est qu'on lui a mis un nom et qu'on lui a mis un salaire en face. Mais dans les faits, oui, c'est sûr que ça, c'est une de mes compétences principales, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pas une compétence qui est fondamentale, qui est vraiment valorisée sur le marché du travail, parce qu'au fond, on se dit à quoi bon. Maintenant, ça commence à changer parce qu'on se rend compte que les communautés, en fait, ça a un pouvoir d'achat. Et donc, c'est une adhésion à un produit. Et donc, en fait, finalement, c'est de la clientèle. Donc, du coup, ça devient business. Ouais. Et donc là, ça prend une autre portée. Mais la réalité, c'est que c'est quand bien même dans l'organisation, t'es sous le responsable marketing et t'es pas du tout dans les décisions, alors que tu peux être tellement central dans la stratégie d'une boîte. Parce que c'est pas du tout considéré, en fait. Et c'est pour ça. C'est que tu vois, moi aujourd'hui, j'ai un panel de possibilités très large. Le monde du féminisme, ça recrute pas beaucoup, alors que c'est un sujet essentiel pour nos sociétés et justement pour notre souveraineté économique. Mais tu pourrais aller vers de la politique, en fait. Je sais pas, parce que la politique, c'est quand même un sacré écosystème. Je sais pas si t'as vu il y a de l'injonction. Il y a de l'injonction, il y a de l'ego aussi. Beaucoup. Énormément. Et en fait, moi, je suis... Bien sûr que j'ai ma fierté, j'ai mon ego, c'est pas le sujet. Mais est-ce que j'ai envie que ce soit au cœur de mes convictions et que même ça aille au-delà de mes convictions ? Parce qu'en fait, la politique, c'est aussi le sujet. C'est que la politique, ça prend une part telle sur ton métier que parfois, tu fais plus de politique que de faire du bien. Et moi, à la fin, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'avais créé Elsteam avec ces autres assos, c'était qu'on était un collectif d'associations, on travaillait en collectivité, dans un objectif commun, mais sans qu'aucun de nous ne sorte du lot. Sans qu'aucun de nous ne prenne la lumière. Ce que j'ai toujours ressenti avec toi, c'est que ton ego, que tu dis quand bien même il est là, il est au service du projet. Il est au service du projet. Après, je suis pas idiote. J'ai 31 ans, plus 34 ans de carrière selon la date qui sera butoir. J'ai 34 ans de carrière devant moi, donc évidemment que je dois avoir une démarche aussi personnelle comme le personal branding que je fais. Évidemment que je dois avoir ma propre identité qui est indépendante de mon travail. Mais ça, c'est même une stratégie long terme. C'est-à-dire, en fait, tu dois exister dans le monde professionnel en tant qu'individu, pas en tant que ton entreprise. Ton entreprise, c'est ton étiquette, mais ton étiquette, elle peut s'enlever du jour au lendemain. Donc en fait, quand tu enlèves cette étiquette, si tu te fais virer, qu'est-ce que tu deviens ? Si tout ce que tu as créé autour de toi et de tes compétences, elles sont liées à ta boîte, qu'est-ce que tu deviens si la boîte, elle se crache ? Alors que moi, je veux exister en tant que professionnel. Je veux pas exister uniquement en fonction d'une entreprise ou d'une association. Je veux exister en tant que moi. Et donc, parce que je sais aussi que j'ai tout un chemin à parcourir et que ce chemin, il va croiser plein d'entreprises différentes, plein d'associations. Peut-être que demain, j'en sais rien. Peut-être que je créerai mon truc. Honnêtement, là, on est face à un vide intersidéral c'est même pas du tout le sujet, en fait. Mais tu vois, je me disais, du coup, par rapport à d'autres, tu as eu ce courage peut-être de vraiment embrasser ta voix, ta lumière et de dire, bon, maintenant, je vais le faire rayonner parce que... Et on m'a dit, mais tu te rends compte, Juliette, et si dans 10 ans, il n'y a plus de problème entre les hommes et les femmes, tu vas faire quoi ? Tu seras tellement spécialisée, tu vas faire quoi ? Et j'étais là, genre, alors là... Je serais ravie. Ouais, grave, c'est que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment bien fait mon travail avec tous les gens qui travaillent là-dessus et avec qui je travaille au quotidien, qui sont vraiment des gens très généreux d'ailleurs. En fait, j'ai quand même choisi un sujet où je suis désolée, mais depuis la nuit des temps, on n'a pas beaucoup progressé. On a vraiment des progrès depuis 60 ans.
on aura l'égalité entre les genres dans 127 ans au mieux. Donc, bon, d'ici là, je serai décédée et je pense que j'aurais fait une belle carrière sur le sujet. Donc, non, je pense que ça va aller. Mais on me l'a quand même sorti, ouais. On m'a dit, mais tu te spécialises dans un domaine qui, ça se trouve, demain sera obsolète. Mais non. Mais la réalité, c'est que tout à l'heure, je parlais de catégorisation sociale. Ça permet évidemment d'avoir un référentiel et de savoir comment tu te comportes par rapport à l'autre. Mais ça vient aussi avec un besoin très humain, très fondamental, très psychologique de valorisation de soi. Bien sûr. Ce qui veut dire que par défaut, dès qu'il y aura un autre, l'altérité, tu vas le dévaloriser pour toi te valoriser. Ah, moi, je vois pas ça comme ça. Mais il y a une étude justement qui a prouvé ça. Ils ont séparé 2 groupes de gens de manière totalement aléatoire et ils les ont mis en salle d'attente un peu avant qu'ils passent un examen ou je sais pas quoi. Et il a commencé à avoir des comportements presque véhément envers l'autre groupe en disant nous on est le groupe B etc. Et donc ils ont défini une identité, ils ont défini des critères d'appartenance qui étaient totalement arbitraires, qui venaient que de eux pour se valoriser. Et le seul truc qui les distinguait, c'était la randomisation, l'aléatoire. Mais c'est ce que tu dis qui est intéressant, c'est le terme appartenance. Parce que quand tu parles de ces cases, quand tu rentres dans ces cases, tu appartiens à un groupe. Et ce qui rassure beaucoup l'humain, c'est d'appartenir à un groupe. Oui, c'est l'instinct grégaire. Ouais, c'est ça. Et puis même, c'est une identité. C'est en fait, si j'appartiens pas à un groupe, ça veut dire que j'existe moi seule. Et donc, si j'existe moi seule, ça veut dire que tout ce que je dois être dépend de moi. Tu vois, il y a aussi ce truc-là, en fait. C'est un fardeau de fou parce que ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est ta responsabilité, que ce que tu deviens, c'est ta responsabilité, donc tu deviens très responsable de toi. Alors que quand tu es dans une case... C'est incroyable, parce que ça veut dire que... En fait, pour moi, je suis un gros défenseur de la responsabilité individuelle ou de la souveraineté. Ouais. On en parlait, parce que du coup, c'est à toi de mettre en place les actions qui vont t'amener là où tu veux. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, t'es responsable. Donc, ça veut dire aussi que si ça se passe pas bien, évidemment c'est ta faute. Enfin, tu vois, mais en même temps, c'est tellement plus sain que de se dire non, c'est la faute des étrangers, c'est la faute du contexte, c'est la faute des politiques. C'est peut-être plus sain, mais c'est pas plus facile. Parce que du coup, encore une fois, ça demande du travail, ça demande de l'acharnement, ça demande de se regarder dans les yeux. Ça demande aussi de se mettre parfois la tête dans... Je suis d'accord, mais l'alternative, c'est quoi ? Ça veut dire que tu vis une vie sans conscience. Non, c'est pas sans conscience, c'est plutôt en prenant la conscience d'un groupe dont l'idéologie te plaît et comme ça en fait tu te greffes dans... Tu réfléchis moins peut-être. Mais c'est rassurant aussi de réfléchir moins. Et puis c'est rassurant d'appartenir parce que c'est solitaire comme parcours. Moi du coup, j'ai eu beaucoup de moments de grande solitude vis-à-vis des autres filles qui comprenaient pas forcément ce que je faisais ou qui me rejetaient un peu pour mon militantisme ou qui me jalousaient un peu aussi. Exactement. Pour cette liberté d'être et de mes libertés à tout niveau, dans ma liberté d'aimer, dans ma liberté même sexuelle. Cette liberté en fait d'assumer ce que t'es, en fait c'est un chemin assez solitaire parce qu'en fait ça dérange aussi. Ça dérange beaucoup. Moi, je sais que j'ai pas provoqué que de l'amour et de la gentillesse, notamment dans le monde professionnel. Avec les femmes ? Non, tout le monde. Général. Hommes, femmes. Chez les hommes, c'est plutôt que ça les décontenance. Parce qu'on m'a dit plein de fois, pour une fille, tu es très audacieuse. Pour une fille, tu as beaucoup de culot. Pour une fille, quand même, tu prends beaucoup de place. Alors que tout ce que j'ai pu faire, on n'aurait jamais dit à un garçon, pour un garçon, tu prends beaucoup de place. Jamais. Donc du coup, chez les garçons, il y avait soit une espèce de fascination parce que justement, je rentrais pas dans les cases auxquelles ils étaient habitués. Du coup, je devenais une espèce de créature intéressante. Et du coup, ça fascinait un peu et donc ils étaient autour de moi. Limite, parce que du coup, t'es tout l'opposé de ce qu'on a dit aussi aux petits garçons, de ce qu'ils doivent attendre des petites filles aussi, parce que c'est aussi ça, c'est le comportement vis-à-vis de l'autre genre. On te l'enseigne très tôt. Et comme mon comportement n'était pas dans ces cases-là et n'était pas dans ces codes-là, en fait ça défraye, ça étonne, ça inquiète aussi parce que du coup ça te renvoie à toi. Quand moi par exemple je suis avec des copines qui n'ont pas forcément justement envie d'attaquer des sujets de répartition des tâches dans un foyer etc et qu'elles voient mon rapport à ça avec mon mari, forcément tu les renvoies dans les retranchements où elles se regardent un peu dans les trous nez et elles se disent est-ce que moi en fait quand je regarde le fonctionnement de Juliette, est-ce que moi en fait j'ai accepté et j'ai toléré des choses qui finalement ne devraient pas être tolérables? Parce que je peux aussi te renvoyer du coup vers ça. Et j'espère à vous qui nous écoutez que je vous fais pas ressentir ça. Mais c'est un peu ce truc-là en fait. C'est aussi que du coup quand tu assumes ta singularité... Justement, c'est très bien. Moi je suis là en mode justement s'il y a des déclics et des gens qui peuvent, dans ce podcast notamment, permettre des déclics de réalisation de non-choix personnel, je considère que le taf est fait. Tu vois, écoute, j'ose espérer que c'est entendu, tu vois, et que parce que tout ça n'est qu'une démarche hyper positive. Parce qu'en fait, moi, mon mojo, c'est de me dire, à la fin de ta vie, je sais plus, je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit ça. Il avait dit qu'il avait créé Apple et tout ce que tu veux, sauf qu'à la fin de sa vie, en fait, il était seul sur son lit de mort parce qu'il s'était mis tout le monde à dos. Ah oui.
Et donc à la fin, t'as envie de dire ouais, t'as créé un empire, mais tu meurs seul. Bon, alors tu pourras me dire, mais oui, mais du coup lui, finalement, la réalisation, c'était qu'en fait, quand il se retournait, il avait fait un truc extraordinaire, mais qu'en fait, il était humainement parlant pauvre. C'était bien ou c'était pas bien? Non, c'était négatif. Il était humainement pauvre. Il était humainement seul. Ce qui le compte le plus, en fait. Bah, qui finalement, en tout cas pour moi, oui. Tu vois. Ok, mais toi, du coup, potentiellement, tu te mettrais à dos beaucoup de gens et donc tu vas. Non, pas à dos, c'est plutôt que je dérange. Ouais, je dis toujours qu'avec moi, il y a une période d'adaptation. Ah, j'adore. Tu vois, dans le sens, en général, tu as beaucoup de gens où, quand ils me rencontrent la première fois, hommes comme femmes, notamment dans mon professionnel, sont un peu interloqués parce que bah ouais, je parle fort, j'ai une opinion, je sais ce que je veux, en tout cas je crois savoir ce que je veux, ou en tout cas j'écoute ce que mon corps me dit, etc. Et donc du coup forcément j'ai aussi des opinions assez tranchées, j'ai un avis sur une question, j'ai une forme de liberté, j'aime pas quand les autres abusent des autres, ça me rend dingue, je m'exprime, enfin voilà, et du coup forcément directement je me suis dit oula, là vraiment on va devenir potes. Mais oui, mais parce que toi tu vois t'as pas besoin de, enfin toi ça te fait pas peur en fait, parce que donc c'est peut-être ça le sujet, c'est que t'avais suffisamment, tes parents ils ont créé suffisamment de confiance, c'est ça en fait, qu'ils t'ont transmis, que toi tu peux te permettre de ne pas ressembler au groupe. Parce que j'assume de ne pas ressembler au groupe. Mais c'est pas facile de ne pas se ressembler au groupe. Parce qu'en vrai, ça demande énormément de confiance en soi. Ça demande le fait de se dire potentiellement on va me mettre à l'écart. Et c'est ok parce que je préfère être aligné avec moi-même que appartenir à un groupe. Et en fait, c'est toujours ça, c'est de ramener aussi ça. Tu vois, quand moi j'ai eu des managers qui m'ont harcelé, parce que ça m'est arrivé, je me suis toujours dit, est-ce que cette personne me harcèle pour ce que je suis? Parce que c'est aussi toujours pareil, tu dis toujours que dans une relation, il y a forcément ta part de responsabilité, c'est certain. Et je travaille là-dessus, évidemment, j'ai eu des écueils, c'est certain. Mais, mis bout à bout, c'est quoi la part de responsabilité qui est celle de cette personne à qui tu renvoies peut-être des complexes, un mal-être, etc., qui en fait ne sont l'expression que de ce que cette personne ressent fondamentalement, et toi tu n'es que le punching ball ou le miroir, en fait. En vrai, le miroir. Le miroir. Et donc du coup, si tu n'es que le miroir, bah alors dans ces cas-là, prends-le en considération et ne te flagelle pas sur ce que tu es, et ne t'en veux pas et ne brise pas cette confiance que tu as en toi parce que tu es quelque chose qui renvoie quelque chose de négatif à une personne en face, parce que ça la renvoie à ses propres complexes et insécurités. En fait, le jugement de l'autre, c'est un jugement de lui envers lui-même. C'est ça, c'est souvent ça. Les gens, quand ils te veulent du mal ou quand ils te détestent ou quand ils te tirent vers le bas, c'est parce qu'en général, ils renvoient vers toi. Et tu leur renvoies quelque chose de négatif parce que tu les renvoies face à leurs propres insécurités. Et dans ces cas-là, c'est toujours pareil. C'est ce truc tout à l'heure, c'est la part des choses. C'est-à-dire, quelle est ma responsabilité? Parce que tu en as toujours une dans une relation, c'est certain. Donc, quelle est ma responsabilité et comment j'apprends ça? Mais est-ce que tout est de ma responsabilité, en fait? Et là, pour beaucoup des cas, je me suis dit, mais non. Parce que tous les autres collègues que j'avais me disaient que c'était un plaisir de travailler avec moi. Donc, évidemment, j'allais confirmer. Par exemple, tu vois, quand j'ai une collègue qui m'a harcelée, bah, du coup, après, je suis allée voir tous les autres. Et je leur ai demandé, en fait, est-ce que tu es d'accord avec tel et tel constat? Est-ce que toi aussi, etc., honnêtement, tu penses ça de moi? Et en fait, comme tous ceux-là m'ont dit, mais non, pas du tout, c'est un plaisir de travailler avec toi, nani nana, je me suis dit, ok, c'est une personne sur 50. Ça va pas définir ce que je pense de moi. Voilà, c'est un peu ça en fait. J'ai une dernière question, parce que je vois que le temps y file. Ouais. Et c'est une question vraiment, je pense que c'est pour ma curiosité personnelle. Ouais. Mais est-ce que le miroir que tu renvoies, il est plus difficile à encaisser pour les hommes ou pour les femmes autour de toi? Ça dépend des hommes et ça dépend des femmes. Par exemple, là dernièrement, j'ai découvert un truc incroyable, c'est la sororité. J'ai découvert des femmes dans l'écosystème dans lequel je travaille, de Women in Tech, qui ont tous les âges, toutes plus brillantes les unes que les autres. Et elles me sponsorent. C'est-à-dire que dès que quelqu'un propose une prise de parole, elle m'appelle. Juliette, tu veux venir? Elle voit un événement qui est important. Juliette, j'ai une place pour toi. Quand on a des moments de doute, on s'appelle, on se parle avec bienveillance, on se rassure, on se complimente. Ça, tu vois, c'est un truc de dingue que j'ai découvert, qui me prouve à quel point c'est encore une fois à toi de décider sur quoi tu t'appuies. Dans le sens que, comme je le disais, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont pas soutenue, qui m'ont vraiment jalousée, qui n'ont pas été gentilles dans le monde professionnel ou autre, ou qui m'ont harcelée, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas envie de me reposer sur ça pour mettre toutes les femmes dans le même panier. Pareil pour les hommes. Quand t'as des hommes qui sont sexistes ou qui te considèrent comme si, ou qui te disent que t'es juste une jolie fille et que tu vaux rien d'autre et qu'il faut que tu trouves un mari, enfin ce genre d'injonction que j'ai eu aussi, en fait c'est pareil. Si tu décides que tous les hommes sont cet homme-là, c'est stupide comme choix. C'est faire un amalgame d'une grande vulgarité. C'est not all men en fait. Mais c'est pas not all men, c'est every man et every woman. On a la capacité, je pense, à être soror et à être fraternel. Sauf qu'en face, il faut qu'il y ait aussi les bonnes dispositions. Et je pense que ce que tu renvoies
permet ça. Et je pense que justement, comme ma démarche, elle est vraiment généreuse dans le sens que je suis vraiment dévouée à mes sujets et que j'ai vraiment envie de faire bouger les lignes pour ces petites filles, pour que jamais elles n'aient à vivre... te mettre sur un piédestal, on a envie de te pousser, quoi. Bah, on a envie de me pousser, mais j'ai pas demandé à l'être. C'est ça aussi le truc. J'ai pas demandé à être poussée, c'est les gens qui ont envie de me pousser, qui ont envie de me soutenir. T'as rien demandé. Je t'ai jamais dit, fais-moi passer sur ton podcast. Mais je suis ravie d'être là, hein, et je te remercie. Et merci de me donner cette voix-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je pense que c'est aussi ce que tu dégages. Dans le sens que quand t'es fondamentalement tourné vers l'autre, généreux, et que ta démarche, elle est sincère, en fait, les gens, ils le captent. Et que ce soit les femmes ou les hommes, même si c'est des gens qui n'ont pas été corrects peut-être avec d'autres femmes ou d'autres hommes, bah, je pense que ce que tu dégages, évidemment, tu as des gens, ils sont perdus d'avance, ça sert à rien d'essayer. Mais il y a des personnes où je pense que quand tu appelles à leur humanité, tu déclenches cette humanité chez l'autre. Et ce que j'ai beaucoup observé, c'est que même des hommes très récalcitrants sur ces sujets, quand j'abordais le sujet avec positivité, comme un dialogue que j'ai avec toi là, où j'étais en mode, ok, vas-y, explique-moi ce que tu ressens, explique-moi pourquoi tu penses ça. On en parle ensemble, on met des choses, on table rase, il n'y a pas de jugement, je t'écoute. Bah en fait, tu poses les bases d'une conversation et donc tu poses les bases d'une relation saine. Et bah c'est la même chose avec les femmes. Donc en fait, ce que moi je ressens, c'est que pour plein d'hommes qui se poseraient des questions, qui savent pas comment faire, en fait, la meilleure manière de leur transmettre, c'est de dialoguer. C'est qu'ils aient la place de poser des questions. Ouais, c'est d'écouter, c'est de dialoguer. T'as beaucoup d'hommes qui diront mais non, je peux pas croire qu'il y a tant de femmes que ça qui se font discriminer. Je peux pas croire qu'il y a tant de femmes que ça qui vivent ce sexisme-là. Et moi, en fait, j'ai envie de leur dire, tu peux peut-être pas le croire, mais comme tu n'es pas dans la posture de le comprendre puisque tu ne l'as pas vu, parce que tu peux pas le voir, parce qu'en fait, t'as pas été éduqué comme ça, t'as pas été conditionné comme ça, eh bien... Ne pars pas du principe que donc ça n'existe pas. Si tout le monde te dit que ça existe, pose-toi la bonne question, toujours. C'est toi le sujet, généralement. Bah oui, donc écoute. C'est ce que tu disais comme exemple dans l'autre podcast que tu as fait récemment. Ouais. Juste pose-toi en tant qu'homme dans une réunion et écoute les femmes qui se font interrompre continuellement. Observe. Exactement. C'est la technique encore de la petite graine. Mets-toi dans une réunion, tais-toi. Écoute, regarde et rends-toi compte à quel point, en fait, quand des femmes proposent leur projet, les questions ne sont pas les mêmes que celles qu'on te posera. Elles vont être interrompues systématiquement beaucoup plus de nombre de fois qu'un homme. Tu peux même compter. Si tu as envie de jouer à l'exercice, tu peux même compter, tu vas t'en rendre compte très vite. Tu proposes j'en sais rien, tu proposes un projet et tu vois comment il est réceptionné par rapport à une femme qui aurait fait la même chose. Et petit à petit, en fait, tu te mets dans une posture de recul. Tu prends du recul, tu écoutes. Et une fois que tu as pris ce recul et que tu as écouté et que tu as vu, là, tu ouvres la boîte de Pandore. Et tu te dis, oula. Et tu te dis, mais waouh, je suis passée à côté de tout ça. Ouais. Mais parce pourquoi ? qu'en même temps, il n'y a aucun intérêt pour moi, homme, qui du coup est en haut du système, entre guillemets. Mais c'est pas qu'une question d'intérêt, je pense que c'est aussi une question de banalisation, de normalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement normalisé, si tu veux, le fait qu'en fait, c'est un peu comme, par exemple, les mariages mixtes. Ouais. C'était tellement pas autorisé avant que quand ça a commencé à être le cas, les gens étaient scandalisés. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, t'as beaucoup moins de gens qui sont scandalisés, encore heureux, mais surtout, c'est banalisé. Alors qu'à l'époque, ça n'était pas du tout. Donc en fait, le concept de banalisation de quelque chose, il vient de ton écosystème, de ton univers et de ce qu'on t'a appris. Mais si on t'apprend l'inverse et qu'on te dit, pose-toi, regarde en réunion si Christine se fait couper la parole 4 fois et pose-toi la question de pourquoi t'as jamais remarqué avant, c'est le début en fait de cette petite graine que tu plantes. Et après, moi ce que je suggère, c'est tu te mets dans une posture d'écoute et d'observation et ensuite tu te mets dans une posture de dialogue. Tu vas voir les femmes de ton travail, ta femme, ta sœur, ta cousine, ta mère, peu importe, et tu leur demandes, est-ce que t'as vécu cette situation ? Bah oui, en fait, toutes les femmes, globalement, vont te répondre oui. Et en fait, petit à petit, tu fais ce cheminement. Et pour les femmes, à l'inverse, c'est pareil. Tu vois, parce que pareil, nous, les femmes, on a beaucoup banalisé aussi les remarques sexistes. Le nombre de fois où on prend des remarques sexistes, et pour beaucoup d'entre nous, on se dit c'est les hommes. Non, en fait, non. C'est tellement pas normal. Bah ouais, en fait, non, c'est pas normal, mais comme on a grandi avec... Comment c'est veux-tu ? normalisé, mais c'est pas normal. C'est normalisé, mais c'est pas normal. Donc comment est-ce que tu rends le normal anormal ? Comment tu rends ce normal anormal ? C'est en commençant par une posture où tu prends conscience. Et pour prendre conscience, il faut se mettre dans une posture d'observation d'abord. Et ensuite, tu te mets dans une posture d'action. Et en tout cas, moi, c'est cette posture-là dans laquelle je suis. C'est-à-dire que quand j'ai parlé avec un garçon et que j'ai envie de comprendre pourquoi il dit des trucs sexistes ou quoi, je lui demande, je le challenge en fait, je lui pose des questions ouvertes. Et petit à petit, en fait, je l'amène à cette réflexion. Et souvent, et c'est ce que on disait tout à l'heure, ça revient aussi beaucoup au fait d'avoir une petite fille pour les hommes. Le fait d'avoir une fille et de te rendre compte que ta fille va pouvoir subir ce que ta femme a subi, c'est pas le même impact. Parce que ta femme, c'est la moitié sur laquelle tu te reposes, en fait. Ouais, c'est pas la prolongation de toi. Exactement. Ta fille, c'est la prolongation de toi, de ton ego, de ton humanité, de tout ça. Et en fait, tu veux pas pour ta fille ça. Donc en fait, tu dis, non, mais jamais j'accepterai un truc pareil. Et là, tu ouvres les yeux. Et là, tu ouvres la boîte de Pandore. Et ce qui est génial avec cette boîte de Pandore, qui pour moi est l'avenir de cette société, c'est qu'une fois qu'elle est ouverte, elle se referme jamais. Un homme ou une femme qui a vu des comportements sexistes, parce que t'as plein de femmes aussi qui ont accepté des choses, parce qu'en même temps,
C'était la base, c'était la norme. Donc en fait, quand tu challenges la norme et que tout le monde fait pareil, pourquoi est-ce que tu ferais différemment? C'est normal, pareil, hyper difficile de sortir de la norme. Parce qu'en fait, pareil, t'exclus. La conscience, c'est un chemin sur lequel tu ne peux que avancer. Ah oui, mais il faut s'accrocher. J'ai pas dit que c'était facile. Ah non, c'est pas facile. Par contre, ça vaut vraiment le coup parce que c'est la seule manière de vivre une vie. C'est tellement satisfaisant. Moi, tu vois, je me dis à chaque fois que je me réveille le matin, je me dis toujours, est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Alors bien sûr, il y a des choses sur lesquelles j'aurais fait différemment, mais par exemple sur les jobs que j'ai choisis, je changerais rien parce que toutes les histoires que j'ai vécues, je les ai vécues en connaissance de cause. En fait. Ouais, et puis quand je les ai prises, quand j'ai pris ces jobs-là, c'était les meilleures décisions que tu pouvais prendre sur le moment, ouais. Et quand je recule, je me dis, mais j'aurais pas fait différemment. J'aurais pris ce job. Ça t'a appris plein de choses. Ouais. Oui, exactement. Et même si c'était pas positif, ça m'a appris d'autres choses sur, par exemple, comment je voulais plus angler ma carrière. Le fait d'avoir travaillé parfois avec des gens pas très corrects, énormément des hommes pas très corrects aussi, et ben ça m'a permis de comprendre que je voulais travailler sur ces sujets d'égalité homme-femme parce que je ne supportais pas ces comportements. Et que donc, si je voulais agir, et ben c'était à moi aussi de prendre le taureau par les cornes. Je dis pas que je suis seule à le faire, bien sûr que non, on est des milliers de femmes et d'hommes à travailler sur le sujet. Mais en tout cas, de se dire, bah moi aussi, je veux jouer mon rôle là-dedans. Moi, je veux avoir contribué. Ouais, je veux contribuer. J'aurais bien creusé, parce que j'ai encore 1000 questions. Ouais. Mais on arrive à la fin. Bon. J'espère que c'était intéressant. Je sais pas si on a trop respecté notre ordre du jour. Si, ça va? C'est OK. OK. Ça fait partie du jeu. OK. Merci. Si on veut te retrouver, LinkedIn. T'écrire. LinkedIn, je suis tout le temps dessus. Juliette Delas. Juliette Delas sur LinkedIn. Et on peut t'écrire. Bien sûr, avec plaisir. Et puis moi, toujours hyper preneuse aussi de conversation. Je pense que c'est aussi ça, c'est, tu vois, les conversations qu'on a eues toi et moi, elles me nourrissent vachement. Parce qu'en fait, pareil, plus tu parles avec des gens, plus tu connais la réalité des autres parce qu'ils sont différents de toi et qu'ils n'ont pas eu la même éducation, plus tu te rends compte de ce que toi, t'as vécu, de ce que t'as de bien aussi, de ce qui est positif. En fait, limite, il faut favoriser la diversité et l'altérité dans les personnes qui t'entourent et dans les points de vue parce que c'est la meilleure manière d'être conscient de ce qui t'arrive. Mais bien sûr, et surtout, c'est la meilleure manière de comprendre le monde. À l'exemple de ce que je fais dans la tech. La tech, aujourd'hui, la reconnaissance faciale, par exemple, elle est adaptée uniquement à des visages masculins blancs. Parce donc que ça a été développé par des hommes blancs. Voilà. Et donc, du coup, tu as 70% des femmes qui sont à la peau foncée et femmes qui peuvent pas déverrouiller un iPhone. Enfin, c'est lunaire, en fait, quand ils pensent. Parce qu'il y a personne qui a pensé, et parce qu'il n'y avait pas de femmes à la couleur, à la peau foncée dans l'équipe. Donc, en fait, mon combat, il est finalement très, très lié à tout ce que je te dis là, qui est qu'en fait, cette diversité dans l'être humain, le fait de suivre ta voie et te débarrasser des injonctions qui sont par rapport à ton genre, ta religion, ta couleur, ton extraction sociale, etc. En fait, c'est une énorme force pour sortir du cadre et aller là où on t'attend pas. Parce qu'en fait, la seule solution pour moi, justement, et la seule solution aussi pour que notre société progresse, c'est que toutes ces personnes se sentent libres de ça. Et donc, ces petites graines qu'on plante dans les associations avec lesquelles je travaille, c'est juste pour objectif de dire tu es un individu, tu as une personnalité, et tout le reste, si seulement ça pouvait être annexe. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Ok. Canon. C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bravo. Ouais, c'était cool. Très chouette. C'est un vrai plaisir de t'avoir au micro. C'était un vrai plaisir d'être là. Merci d'y avoir pensé.